Hey! Salut la Pragmateam et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Donc tu peux l'aider en likant, en partageant, en t'abonnant et en l'arrosant de tout ça. Cette chaîne va pousser petit à petit et prendre son essor. Mais c'est un plaisir de vous retrouver sur la micro-ferme et on va parler du début de saison et de ses problématiques, puisque on a un climat, on va pas se mentir, qui est un petit peu bizarre en début de saison. Alors, tous les débuts de saison sont problématiques, mais pour des choses différentes. On va en parler. Avant tout, tu vois, là, on vient de finir la dernière serre qui est là. Toc. Donc là, tu en as une, deux, trois, et la grande qui est là-bas, 4. Alors, certains d'entre vous me diront: oui, mais dis donc, ça fait beaucoup de plastique pour un truc en permaculture. Ben, c'est que vous n'avez pas lu le bouquin de Bill Mollison, Introduction à la permaculture, où il vous parle d'utiliser le plastique pour hâter les cultures. Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez qu'à travers les réseaux et commencez par ouvrir les bouquins qui en ont parlé à la base sans y coller d'idéologie derrière. De même, vous utilisez bien des tuyaux d'arrosage en plastique, des arrosoirs en plastique, des lances d'arrosage en plastique, des sprinklers en plastique. Le plastique, c'est fantastique. Mais bon, voilà, les serres sont en place. On commence donc là, toc toc toc, celle-ci sont déjà pleines de culture. Bah tiens, on va aller voir ça. Et la dernière qui est là, tac, reçoit ses cultures dès demain. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et nous allons voir, par exemple, les cultures. Vous vous rappelez, j'avais mis les tomates dans la grande serre. Et beaucoup m'avaient dit: ouais, c'est trop tôt, Christophe, c'est trop tôt. En mars, tu prends des risques, Alors sachez que on sait ce qu'on fait, hein. C'est des choses qu'on commence à maîtriser, qu'on commence à avoir l'habitude. On a un climat particulier ici, on est dans une cuvette. Les gelées sont très peu fréquentes du fait qu'on est dans une cuvette et entouré de points d'eau. Hein, ça c'est pareil, hein. Je vous invite à relire Stepholzer, comment il a modifié le climat en faisant plein de points d'eau. Alors ici, c'est pas nous qui les avons faits, hein. C'est des points d'eau faits par les agriculteurs, une rivière naturelle, etc. Et donc on est devant la grande serre. Et on va aller voir ce qui se passe dedans. Hey, ben dis donc! Bon là tu vois qu'il y a toujours mes salades qui sont là. Mais tu vois que, hop là, on a donc, pour te montrer la taille, la tige de cette tomate qui est très très belle, hein. Et on commence à avoir ici, alors attends, je vais bien te le montrer. Ici tu vois les gourmands dont j'ai besoin pour pouvoir partir sur 2 branches et me raccrocher là-haut, parce que j'ai une ligne centrale et le but c'est de faire partir une branche comme ça, une branche comme ça, donc 2 lianes. Les concombres, comme tu peux le voir, ils sont là, ils sont en développement. Il commence à y avoir des débuts de fleurs absolument partout, et nous sommes que début mai, hein, nous sommes le 1er mai. Donc on va avoir des tomates très tôt dans la saison. Tu vois, par exemple ici, ça c'est flagrant. Ici là, je vais prendre cette tige là, toc, qui va me servir pour faire une liane, et la tige principale qui est là, la grosse, toc, qui est là, et qui monte jusque là-haut pour aller de l'autre côté. Et donc là, je vais pouvoir commencer à faire ça dès la semaine prochaine, et bien sûr, en désherbant, et le restant du désherbage va aller au pied des tomates pour y garder, bien entendu, l'humidité. Comme tu peux voir là-bas, il y a énormément de fleurs, tu vois. Donc là, ça va donner très rapidement. Alors tu pourrais te dire: bah Christophe, tu nous disais qu'il y avait des cultures ratées. Ah oui, il n'y a pas que des cultures ratées, il y a des choses qui réussissent. Et chaque année, il y a des choses qui réussissent, il y a des choses qui ratent. Si vous avez un maraîcher qui vous dit qu'il réussit tout, soit il vous ment, soit il y a un truc, il est sorcier. Non, parce que suivant les caprices de la météo, des ravageurs, etc., il y aura forcément des ratés, des réussites, des choses qui ont marché plus ou moins, etc. Alors la problématique de cette saison, c'est qu'on a eu de forts écarts de température et énormément de précipitations. Ce qui a eu pour effet de faire foirer quelques cultures
qui peuvent être sensibles au surplus d'humidité ou aux écarts de température. Donc quand on a des températures très fraîches et puis qu'on passe à très chaud, puis à très froid, qu'est-ce qu'on a? On a, j'ai perdu le nom, la verniculisation, je crois que ça s'appelle. C'est quand la plante se trouve être comme si elle était en hiver, puis au printemps, et du coup, elle fait sa montée à graines. Et ce qui n'est pas normal, c'est que ça se fasse sur, je vais vous montrer ça, sur des plates-bandes de radis. C'est pas normal que ça fasse ça sur des plates-bandes de radis. Alors ici, il n'y a pas eu de manque d'eau, pas du tout. Et tu vois que le radis, il est monté à graines. J'essaie de te le déterrer. Tu vois qu'il n'a même pas fait de racines. Et il est monté à graines. Alors, pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a eu des gros écarts de température entre le semis et la récolte. Il y a eu des baisses de température, malgré qu'on les ait protégés avec des P17, puis des hausses de température. Et tout ça, ça fait que la plante, elle ne sait plus où elle en est. Elle est en hiver, elle est en été, elle ne sait plus. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait quasiment 30 degrés. Alors que la semaine dernière, on était aux alentours de 10. Et la semaine d'avant, on avait encore des petites gelées, tu vois. Donc, il y a des choses qui ne sont pas normales. La semaine prochaine, on redescend avec des possibilités de gelée. Alors que là, on est à quasiment 30 degrés. Je ne sais pas si vous vous imaginez pour les plantes, qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, le radis, il aime l'eau, en général. Il n'a pas manqué d'eau parce qu'il nous est tombé des trompes et des trompes d'eau janvier, février, mars. Hein. On n'a pas manqué d'eau, on a dû arroser un peu en avril, mais rien de méchant, rien de problématique. Et qu'est-ce qui déteste le surplus d'eau? Eh bien, c'est aussi les petits pois. Alors les petits pois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous les avais montrés, ils étaient très très beaux. Alors c'est pas dit que ça va pas repartir, hein. Mais en tout cas, ce qu'elle montre, cette plante, c'est qu'elle a beaucoup souffert de stress hydrique. Alors le stress hydrique va dans les deux sens, hein. Tu vois, quand tu as les feuilles jaunes comme ça, c'est soit un trop d'eau, soit un manque d'eau. Et là, hop là, je vais te montrer. La terre est encore assez humide en dessous, du fait que il y a beaucoup plu. Donc il y a eu beaucoup trop d'eau. Et tu as l'impression que les feuilles ont grillé par le soleil. Or, c'est pas ça. C'est que les racines étaient étouffées dans la flotte. Alors comme je vous dis, hein, des débuts de saison, on en connaît toujours des compliqués. C'est chaque saison, quand on me dit ça va, la saison démarre bien, je dis non à chaque fois, mais pour des raisons différentes. Soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, soit il fait trop sec. Et là, cette année, il fait trop humide avec des écarts de température différents. Donc là, c'est notre 4e saison. Et il n'y a pas une saison où j'ai dit tout va bien en début de saison. Jamais, jamais en début de saison, ça foire toujours. Après, tu arrives dans le milieu de saison et là, t'es dans ta routine, t'es dans ton truc de croisière, tu as de multiples cultures en place, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a moins de problèmes. Tu auras toujours des cultures plus ou moins ratées, plus ou moins réussies. Par exemple, là-bas, je vais aller vous montrer une culture très réussie, hein, du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de gelée, en fait. Mais, par exemple, l'année dernière, ça a été plus compliqué parce que ces problèmes de température manquante, parce qu'on n'a pas eu de vraies températures chaudes, et énormément d'humidité, ça a aussi fait foirer, par exemple, des tomates, des poivrons, les aubergines et beaucoup de choses comme ça. Donc d'une année sur l'autre, en fait, il faut s'adapter. C'est tout ce qui fait la beauté de ce métier, mais c'est tout ce qui en fait aussi sa complexité. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, chaque année, tu saches que tu vas avoir une problématique différente. Et si tu n'es pas capable de guider le navire, tu es dans la merde. Tu es dans une grosse merde. Donc non, moi je dirais que le vrai but du maraîcher, c'est l'adaptation. Ici, par exemple, vous avez des fèves. Et je ne sais pas si tu vois bien la taille des fèves. C'est pas que ma femme est une naine, hein. C'est juste que les fèves sont juste énormément hautes. Je suis pas bien haute non plus, hein. Je fais qu'1 m 61. Hein. Voilà, et normalement les fèves, elles montent pas à cette taille-là. Hein. Donc là, tu vois que les fèves, elles ont bien profité de ce sol. Et comme tu peux voir, elles sont hyper productives et elles n'ont pas fini de produire puisqu'elles vont produire jusqu'en haut de la tige. Et donc là, tu vois, il y a encore des fleurs qui sont en formation. Attends, je vais me mettre sur une plate-bande. Tu vois qu'il y a plein de choses en formation là, tu vois. Donc, regarde, attends, ici, tu vois par exemple. Attends, regarde, pour te montrer. Voilà, donc Sabrina va vous montrer. Elle va tout péter. Voilà.
Voilà, tu vois, les fèves font 1,60 m de haut, quasiment. Pas loin, ouais. Quasiment. Donc Sabrina est en pleine récolte. Donc tu vois, il y a des cultures réussies. Quand je vous dis le début de saison est compliqué, c'est sur certaines cultures. Et je pense que je dois avoir des collègues maraîchers qui suivent la chaîne, hein, je le sais. Ils confirmeront que chaque début de saison, bah, tu as des foirages, tu as des mauvais départs, tu as des choses qui ont trop végété parce que bah, on les a démarrés en serre et puis bah, il a fallu attendre, la température n'était pas assez clémente, etc. Et tu as des foirages comme ça de départ. Bien, c'est tout le lot de ce métier-là. Par exemple, derrière moi, là, tac, tu vois qu'on a des choux, il va falloir les désherber là aussi. Il y a des choux, et là, dès la semaine prochaine, on y met du traitement purin d'ortie, purin de lavande, et on va y mettre des pièges à insectes jaunes parce qu'on commence à avoir des altises dessus. Et nous, on ne traite pas au chimique, on ne prend que des produits naturels. Donc on va travailler là-dessus. Dès la semaine prochaine, on passe du pulvérisateur là-dessus. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a que cette série. Là, on a 6 modules de choux, et il n'y a que cette série qui est attaquée. Oui, ma chérie, elle veut me dire quelque chose. Je précise, les purins, que ce soit purin d'ortie, purin de fougère et tout ça, c'est des choses qu'on utilise très peu, voire bah, ça fait depuis 2 ans qu'on n'en a pas utilisé. Oui, alors oui, je vois ce qu'elle veut dire. En fait, le but ici, c'est d'utiliser le moins possible de purin. C'est pas parce que ça va tuer quelque chose, hein. Au contraire, normalement, ça fait juste fuir le ravageur ou ça l'empêche d'accéder au plant. La problématique d'utiliser trop de purin d'ortie, de lavande, de quoi que ce soit, bref, les purins, on milite aussi contre l'utilisation systématique des purins. C'est-à-dire que tu vas les utiliser vraiment quand tu penses que l'infestation va vraiment nuire à ta culture et pas, tu vois, on ne le fait pas en préventif. Pourquoi? Parce que bah, si tu enlèves le ravageur, la problématique c'est que son prédateur, lui il vient pas s'installer. Pourquoi? Pourquoi il viendrait s'installer alors que dès que le buffet il est là, toi tu le dégages? C'est comme si tu venais au restaurant, je t'enlève ton assiette, tu restes pas. C'est exactement pareil. Si je veux avoir des auxiliaires du jardin, eh bien il faut des fois que je me dise, cette culture je la sacrifie ou je la sacrifie pas? Est-ce que je laisse l'infestation continuer ou pas? Et alors pareil, hein, ça se calcule. Je vois des maraîchers qui démarrent, il n'y a aucune critique là-dedans. On a eu la même chose au début pour faire la main. Et ils viennent nous demander, tu fais quel prix, tu fais quel prix, tu fais quel prix? C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, on a une géolocalisation qui est différente de la vôtre. On a une méthode de culture qui va être différente de la vôtre. On a les ravageurs qu'on peut laisser s'installer. Et donc déjà, rien que là-dessus, tu vois, tout ça, ça se calcule. On ne travaille pas avec un tracteur, on ne travaille pas avec tout ça. Donc tout ça, ça se calcule, ça te donne un prix. Donc tout ça, ça se calcule et il faut être rentable. Et si tu veux calculer tout ça, il faut que tu calcules le temps que tu y passes. Les trucs que tu es capable d'accepter, c'est-à-dire nous les ravageurs, eh bien pour les ravageurs, on compte qu'on aura 25% de perte. Alors des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend de la culture. Mais on se dit, quand on fait nos calculs, on fait voilà. Là on va perdre 25%, c'est pas que à cause des ravageurs, c'est entre les ravageurs et les invendus en fait. Donc on se dit, voilà, tu perds un quart, c'est beaucoup un quart. Hein. Mais c'est pas si énorme que ça en fait. Si vous parlez un peu avec des maraîchers, vous verrez que c'est pas si énorme que ça par rapport à ce qu'ils emmènent sur les marchés et ce qu'ils doivent jeter au final parce qu'un vendu. Alors nous, tu rajoutes en plus le fait qu'on laisse certaines choses à cause des ravageurs. 25%, on est plutôt pas mal en réalité. Et tout ça, vous ne pouvez pas demander à un autre maraîcher de vous faire vos prix. C'est pas possible. Parce que ça va dépendre de ta méthode de travail, ça va dépendre de ta rapidité d'exécution, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux vendre en gros? Est-ce que tu veux vendre en direct? Est-ce que tu veux faire des prix accessibles aux clients? Nous, c'est notre cas. Mais tout ça, ça se calcule parce que c'est bien beau de vendre pas cher. Mais il faut vendre pas cher et pouvoir continuer à produire l'année d'après, d'accord? Donc, si tu vends tout à 10 centimes, je pense pas que tu dures 2 années. Tu vois ce que je veux dire? Non mais, c'est pour vous donner un exemple bête.
D'une autre façon, c'est aussi stupide de se dire, il y a telle culture qui est rentable, je vais faire que cette culture-là. Exemple bête, on a la roquette. La roquette qui est très rentable. Hein. C'est quelque chose de très rentable. Et si on voulait, ben, on fait que de la roquette. Bah ouais, mais qui va acheter que de la roquette? Non, ça c'est un truc voilà, pour agrémenter un plat. On peut pas faire 6000 m² de roquette. Tu comprends bien qu'on va avoir une offre sur l'étal qui va être pauvre, même si ce produit coûte plutôt cher, hein, comme d'ailleurs le thym, comme le romarin, etc. C'est des choses qui coûtent cher au kilo. Mais faire que ça, bah, c'est se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas voir que le produit qui coûte le plus cher et ne faire que ça. Il faut avoir une multitude de choses à proposer aux clients, en sachant qu'il y a des choses où tu vas être moins rentable, d'autres que tu vas être plus rentable, mais il faut faire un calcul pour que bah, tu passes les années et que bah, tu puisses arriver à en vivre au final. Hein. D'accord? Donc bah non, ne vous fiez pas à un autre maraîcher. Et pareil, hein, vous dites pas oh putain il est moins cher que moi, machin et tout, j'arriverai jamais à vendre. C'est pas vrai en réalité. C'est pas vrai. Nous on est à côté de nos tuteurs. Hein. Nos tuteurs ils ont 20 ans d'expérience sur un marché. Eh bien on a des prix différents et on vend tous les deux. On vend tous les deux. Il y a des choses où on est moins cher qu'eux, il y a des choses où on est plus cher qu'eux. Et on vend tous les deux sur le même marché alors qu'on est touche-touche. Donc vous voyez que ça n'a aucune espèce d'incidence sur tes ventes. Il va y avoir aussi d'autres choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire c'est le vendeur, c'est l'amabilité, c'est les conseils, c'est tout ça. Et même tu vois sur ce marché-là, alors je rappelle, hein, c'est nos tuteurs, hein, c'est ceux qui nous ont aidés à démarrer, qui nous ont expliqué énormément de choses. Sur ce marché-là, c'est rigolo parce que quand on manque d'un produit, on l'envoie chez l'autre. Donc les gens sont surpris, ils font bah, il n'y a pas de concurrence. Mais non, on n'est pas dans l'optique de la concurrence, nous. On est dans l'optique de faire un travail où on nourrit les gens. On n'est pas dans l'optique de couler les autres. Et c'est pareil pour nos tuteurs. Il y a certains maraîchers qui s'installent, eux, c'est j'ai cassé les prix et je vais défoncer le voisin. Déjà, c'est pas une bonne mentalité. Et après, tu vois, c'est ce que je te disais, casser les prix, ouais, ça dure qu'un temps, quoi. Donc il faut avoir déjà les reins solides ou avoir beaucoup d'argent d'avance. Mais c'est pas forcément la bonne solution hein, de casser les prix, attention. Après, bah, si tu peux te le permettre, pourquoi pas. Ça peut peut-être te permettre de faire ta clientèle. Mais est-ce que tu vas pouvoir durer dans le temps comme ça avec des prix aussi bas? C'est pas gagné. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de coller au plus près des prix du supermarché. Des fois en bio, des fois en standard. Mais on essaye d'être accessible. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.